Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Michael Perromort, qui est chef du service d'urologie de l'hôpital Cochin à Paris et auteur de ce livre « Hôpital, ce que l'on ne vous a jamais dit » aux éditions Albin Michel. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes l'un des rares chefs de service à avoir osé dire du mal, faut le dire, de la gestion hospitalière, de la bureaucratie administrative et la politique du chiffre dans votre livre, vous les citez, qui veut toujours diminuer, plus de lits, diminuer les budgets sans prendre en compte les besoins, les vrais besoins de la santé. Et la crise de la Covid n'a fait que renforcer ce trait. Et dernièrement, on a appris que non seulement la crise sanitaire n'a pas stoppé le virage ambulatoire à l'hôpital, mais même, selon les dernières données de la Direction de la recherche, des études et de l'évaluation de la statistique, donc la DREES, en 2020, 5758 lits ont été fermés en France et 25 hôpitaux et cliniques en plus, et ça c'est toujours la DREES. La DREES souligne même que la suppression du nombre de lits à l'hôpital a été accélérée en 2020. On est passé à moins 1,5% par rapport à la moyenne. Donc en fait, on nous a fait du chantage au confinement, au couvre-feu, au pass sanitaire depuis 18 mois, même plus maintenant, pour éviter une saturation, la fameuse saturation des services d'urgence qui en réalité sont provoquées peut-être par autre chose, professeur. Oui, bien sûr. Il y a une discordance entre le discours officiel, comme souvent d'ailleurs, et la réalité du terrain. On s'est aperçu à l'occasion de la crise de l'épidémie qu'on n'était pas vraiment doté en France en services, en personnel et en lits d'une manière générale, en particulier en réanimation. Or, dans le même temps, on a continué à enfermer. Alors, il faut aussi être juste. C'est-à-dire que ces fermetures de lits découlent d'une politique générale qui est en place depuis 10 ou 20 ans, mais parfois aussi on est contraint de fermer des lits par manque de personnel. Car c'est là l'élément nouveau. C'est-à-dire que depuis quelques années, certains secteurs d'activité, des lits d'hospitalisation ou des blocs opératoires, sont contraints de fermer tout simplement parce qu'on n'a plus les infirmières pour les faire tourner. Vous voyez, il y a deux explications qui se chevauchent. Et qui sont peut-être liées, Nicolas Vidal. Bonjour professeur. Bonjour. J'ai une question qui me semble, pour moi, qui me semble intéressante pour nos auditeurs. C'est finalement quelle est la raison profonde de ces réductions drastiques budgétaires? Vous l'avez dit, un problème de personnel, de formation, mais quelles sont les raisons profondes finalement qu'on voit on dit souvent que l'hôpital public est à l'os, et qu'est-ce qu'il y a dessous finalement ces réductions drastiques permanentes depuis plusieurs années aujourd'hui? Alors, ça ne peut être qu'une hypothèse. Hein. Je vais vous donner mon interprétation qui est évidemment personnelle. Il y a eu un dérapage à la fin du XXe siècle, dans les années 1980-90, des déficits. Il y a eu un dérapage des déficits à l'hôpital, et donc les décideurs politiques ont pensé que c'est en restreignant finalement l'offre de soins qu'on allait améliorer la situation financière des hôpitaux. Et donc, on a dit, on va fermer des lits, on va réduire le personnel, et ça fera comme ça des dépenses en moins. Mais c'était sans prendre en compte les besoins de la population qui, eux, augmentaient de manière exponentielle dans le même temps, si vous voulez. Et donc, on a créé une espèce de goulet d'étranglement où l'offre de soins n'est plus adaptée à la demande. Et je trouve que c'est une erreur que d'avoir pensé comme ça, parce que finalement, ce sont des mécanismes purement comptables. Il y avait sans doute des économies à faire dans le système, mais il fallait les chercher ailleurs que sur le dos des soignants et des patients. Pourquoi ? Parce que dans le même temps, pour appliquer toutes ces politiques de réduction de l'offre de soins, on a mis en place tout un système très technocratique avec une inflation d'administratifs et de gestionnaires qui, eux, ont coûté dans le même temps beaucoup d'argent. C'est-à-dire que pendant qu'on réduisait l'argent, les budgets dédiés aux soins, on augmentait les budgets dédiés à la gestion. Et donc, ce qu'on a gagné d'un côté, on l'a perdu de l'autre. Vous avez aussi parlé tout à l'heure, donc il y a cette
discordance entre le discours officiel et la réalité et la réduction drastique des moyens alloués à l'hôpital. Et vous avez ensuite parlé du manque de personnel. Et justement, on en rajoute à ce manque de personnel qui était déjà un problème. Et puis maintenant, avec l'obligation vaccinale des soignants qui fait qu'on ne fait que perdre de plus en plus de soignants. Exactement. Alors, il y a eu quand même un mouvement, il y a eu une cassure il y a quelques années. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, la diminution des effectifs en personnel était voulue. C'était la politique hospitalière, comme je viens de le dire, mise en place par nos décideurs, par nos tutelles. Sauf qu'aujourd'hui, le phénomène s'est aggravé, s'est autonomisé, et maintenant on a des postes un peu vacants partout, parce que les gens en ont marre à l'hôpital, ils ne trouvent plus de sens à leur métier, on est tous à l'os, et maintenant ils partent. Et ce sont les mêmes aujourd'hui, nos décideurs qui regrettent ces mouvements de départ, d'hémorragie de personnel, ce sont bien souvent les mêmes qui ont créé ce phénomène. Vous comprenez ? Oui, cette ambiance, on va dire, de travail. Voilà. Et aujourd'hui, nos directeurs d'hôpitaux nous disent « Oh là là, il faut absolument recruter, on met en place des primes d'attractivité, etc. » Mais ce sont bien souvent les mêmes qui ont supprimé les postes. Elle est là l'ironie du sort. Tout à fait. Et vous parlez des primes d'attractivité. Puis là, on a vu dernièrement des recrutements. Voilà, je vais donner des noms. Je ne sais pas si ça va parler à tous nos auditeurs. Sur TikTok, sur Twitter, avec des petites vidéos. Alors, les conditions pour les soignants tous les jours sont terribles. Et vous les racontez très bien dans votre livre. Avec des gens qui se donnent cœur et corps pour leurs patients. Et d'un autre côté, comme aujourd'hui les gens sont dégoûtés par ce travail malheureusement parce qu'ils ne peuvent pas travailler comme ils veulent, c'est-à-dire apporter du soin à l'autre, eh bien on va aller faire des petites vidéos sur Twitter, on va les recruter à l'étranger aussi beaucoup. Vous le voyez ça aussi à l'hôpital ? Bien sûr, bien sûr. Alors ce qu'on voit beaucoup, ce sont les recrutements par le biais des sociétés d'intérim. C'est-à-dire, nous n'avons plus de personnel titulaire. Les infirmières s'inscrivent dans des sociétés d'intérim médical. Et comme il y a des postes vacants un peu partout, bien, pour faire tourner les programmes opératoires et les services, nos directions sont obligées de faire appel à du personnel intérimaire qui coûte 3 ou 4 fois plus cher que du personnel titulaire. Et aussi efficace peut-être ou... Ah non, ces gens-là, qui ont parfois des grandes compétences professionnelles, viennent ponctuellement à la pige, si je puis dire, dans un service, mais sans véritablement s'incorporer à l'équipe, sans s'impliquer dans le soin. Donc pour nous, c'est assez dramatique. D'abord, ça coûte très très cher à l'hôpital. Les budgets de l'intérim à l'hôpital sont colossaux, donc ça ne fait qu'aggraver les déficits au passage. Et en plus, en termes d'équipe, de sentiment d'appartenance au bien commun, eh bien on n'y est pas du tout, puisque ce sont des gens qui viennent ponctuellement, un jour dans un service, le lendemain dans un autre service, le surlendemain dans un autre hôpital. Donc ça a déstructuré tout le lien qu'il y avait entre les soignants. Oui, professeur Perromont. Finalement, j'ai l'impression que cette crise sanitaire, elle a fait éclater au grand jour la crise grave dans les hôpitaux, mais plus largement aussi, il me semble, à mon avis, qu'on a mis aussi en lumière l'univers économique de la santé. C'est un gros mot, économique de la santé, et surtout avec le rôle de l'industrie pharmaceutique. C'est pas ça aussi qui a été éclaté au grand jour là depuis le début de cette crise sanitaire pour la plupart des gens, de façon publique aujourd'hui. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Les gens ont pris conscience que tout ça était très onéreux. La santé, comme chacun sait, ça coûte très cher. Il faut bien comprendre qu'avant, les gens, quand ils arrivaient en retraite, ils avaient un infarctus ou un cancer et en général, ils en mouraient. Aujourd'hui, on passe autant de temps en retraite qu'en activité. On développe souvent des maladies chroniques. On guérit, et c'est tant mieux, de la plupart des pathologies, y compris des cancers, et les traitements sont de plus en plus coûteux. Donc, si vous voulez, la santé coûte de plus en plus cher à la collectivité, et là, il y a un vrai problème. Ça me fait penser qu'il va falloir un jour ou l'autre s'attaquer au problème de fond, qui est la réforme de la sécurité sociale. Est-ce qu'il faut continuer à rembourser la quasi-totalité des soins, comme c'est le cas aujourd'hui, avec toute la gabegie que ça représente parfois, puisqu'il y a beaucoup de fraude et d'abus, ça je pense que chacun en a pris conscience, ou bien est-ce qu'il ne faut pas focaliser les remboursements sur les pathologies les plus graves ? Il va falloir un jour se poser la question, car de mon point de vue, la situation actuelle n'est plus tenable sur le plan financier.
Professeur, vous pensez à quoi, par exemple? Une médecine de confort pour le non-remboursement près de la Sécu? Exactement, je crois qu'on y viendra d'une manière ou d'une autre. C'est triste à dire, mais il faudra peut-être un jour ne rembourser plus que les pathologies graves, comme par exemple les cancers ou bien les urgences, les fractures, et peut-être laisser à la charge des patients ou des complémentaires santé, comme ça se fait dans quasiment tous les autres pays du monde, eh bien les soins dits plus légers, une entorse par exemple, ou bien une angine. Vous savez, on est le pays au monde où le reste à charge pour les patients est le plus faible. C'est-à-dire ce que le patient doit sortir de sa poche représente aujourd'hui moins de 7% de l'ensemble du coût des soins. C'est le taux le plus faible des pays de l'OCDE. Et pour maintenir cette quasi-gratuité, tous nos gouvernants successifs, de droite, de gauche et du centre, si je puis dire, depuis des décennies, pour maintenir cette quasi-gratuité, on fait des économies sur tout le reste. Et moi, mon hypothèse, c'est qu'on ne peut pas avoir une médecine quasi gratuite, des hôpitaux flambant neufs, des médecins généralistes bien payés, des infirmières revalorisées. Ça n'est pas possible. Il faut faire des choix. Et jusqu'à présent, le choix qui a été fait, pourquoi pas, si tant est que c'est tenable, le choix qui a été fait est de faire très très peu payer aux patients. Ça, je crois que tout le monde en conviendra. Même si les Français râlent en général, ils se rendent quand même pas compte qu'ils sont dans un pays où les soins financièrement sont très accessibles. Je me demande s'il ne faut pas revenir sur cette idéologie-là et s'il ne faut pas quand même mettre un peu à contribution les patients pour les soins légers, ce qui permettrait de dégager des économies et de rénover les hôpitaux, de relancer la recherche médicale qui est moribonde en France et de revaloriser les soignants. Mais là, vous parlez en effet de l'avenir avec l'augmentation des maladies chroniques. Et donc, comme vous le dites, il y a tout un système de la santé à revoir. Mais dès aujourd'hui, moi, je trouve qu'on peut déjà s'interroger sur le fonctionnement de l'hôpital. Finalement, il veut... c'est le règne de la bureaucratie. Rappelons quand même que c'est 30% enfin, pas de l'administration, 30% de l'hôpital, c'est de l'administratif. 35%, des personnels hospitaliers en France ne sont pas en rapport avec le soin. Vous avez des agents techniques, mais vous avez aussi beaucoup d'administratifs. C'est le taux le plus élevé en Europe. Voilà, et ces mêmes personnes sont chargées notamment d'essayer de faire en sorte que les équipes coûtent de moins en moins cher. Et là, vous parlez encore une fois des sociétés d'intérim qui coûtent le triple, voire le quadruple. Donc en fait, déjà, avant même d'aller chercher de l'argent, de demander aux Français, et c'est une bonne idée à mon avis ce que vous dites, mais avant même ça, est-ce qu'on ne peut pas juste retrouver le bon sens de l'hôpital? L'administration coûte très très cher, et puis là on parle juste de l'hôpital, mais au-dessus il y a les ARS, il y a l'administration des ARS, il y a les 40 000 agences sanitaires qui se contredisent parfois, etc., et qui sont payées pour faire doublement la même chose. Donc on a des agences administratives dans tous les sens, on a ces fonctionnements avec des intérimaires qui nous coûtent très cher. Est-ce qu'on ne peut pas commencer par ça? Bien sûr que si. D'ailleurs, je plaide pour ça dans le livre que vous avez cité. La première des choses à faire, c'est de stopper la bureaucratie et de se focaliser sur les patients et les soignants. L'hôpital doit retrouver sa raison d'être. Donc, moi, je serais évidemment très, très en faveur d'un renversement des rôles. Je suis certain qu'il faut essayer de tout faire pour recruter du personnel soignant, stopper la bureaucratie. Il faut revenir sur toutes les strates. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que vos auditeurs ne s'y retrouveraient pas, mais au sein même de l'hôpital, supprimer, fusionner toutes les commissions en une seule, qui aurait à la limite les pleins pouvoirs, et surtout faire des services autonomes, dédiés, avec leur propre budget, car c'est quand même extraordinaire qu'en France, aucun budget ne soit dédié aux soins. Tout vient de l'administration, il faut aller quémander en général, donc ça prend 6 mois pour aller demander un matériel qui coûte 10 000 €, alors que tout ça, dans d'autres pays, se fait à l'échelle même des services. Et il faut, je suis tout à fait d'accord avec vous, la première des choses à faire, c'est de se focaliser sur les soins et les soignants et de stopper la bureaucratie. Professeur, j'ai une question qui me brûle les lèvres, notamment sur la souveraineté sanitaire. Je le dis tout à l'heure, la crise sanitaire elle a fait émerger des problèmes structurels dans notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, est-ce que c'est une priorité selon vous ou pas, vous allez nous le dire, s'il faut
relocaliser notre production de médicaments, notamment je pense bien entendu au Doliprane et à toute une série de molécules aussi. Est-ce que c'est une volonté du gouvernement et est-ce qu'il faut le faire en urgence aujourd'hui pour ne pas être dépendant d'autres pays qui pourraient à un moment donné nous mettre le couteau dans les reins en cas de problème et de tension? J'en suis convaincu. Je pense en effet que le domaine de la santé fait partie quasiment des secteurs régaliens et que le pays doit être autonome, ce qui était le cas encore il y a 20 ou 30 ans. Après, est-ce que c'est techniquement faisable? Je n'en sais rien. On sait tous que les coûts de production sont beaucoup plus faibles loin de notre pays qu'à l'intérieur. Je crois que le gouvernement, je ne veux pas parler sans savoir, mais je crois quand même que le gouvernement est conscient de ce problème et qu'il essaye de mettre en place des solutions. Je ne sais pas si ça va se faire, mais en tout cas, bien sûr, la santé doit faire partie des domaines régaliens. Mais est-ce qu'on peut avoir un contrôle à distance? Par exemple, je pense à l'Inde ou à la Chine notamment, sur des molécules de première nécessité aujourd'hui. Est-ce qu'on a des contrôles aussi sanitaires là-dessus? Est-ce qu'on sait? Parce que ça pose aussi un problème de sécurité, non, sanitaire? Alors, je ne crois pas quand même qu'il y a quand même beaucoup... On est dans un pays où il y a beaucoup de réglementations. C'est-à-dire que même si les produits sont fabriqués et produits à l'étranger, avant qu'ils ne soient diffusés sur le territoire, je suis à peu près certain qu'il y a énormément de filtres. Donc, je ne suis pas inquiet sur l'aspect de la sécurité sanitaire. On pourrait même dire qu'il y a presque trop de normes parfois et d'échelons administratifs en France qui retardent en fait la mise en place des protocoles. Donc, autant sur le plan idéologique, je serais tout à fait en faveur d'une relocalisation de la production et de la souveraineté nationale, autant sur le plan de la sécurité, je ne suis pas inquiet. On peut peut-être revenir, professeur Perremort, vous parliez tout à l'heure des soignants, et je ne sais pas si vous m'avez bien répondu sur la vaccination obligatoire de ces soignants. Évidemment, donc on a dit, les soignants déjà n'allaient pas très bien dans l'hôpital, l'ambiance n'était pas au rose, et puis là, finalement, on a fini de de les achever avec un couteau dans la plaie. Alors, d'abord, je tiens à dire que la majorité des soignants sont vaccinés, c'est plus de 90 ou 95%, ça a été il y a eu un retard au démarrage, mais les choses se sont bien équilibrées. S'agissant de l'obligation vaccinale pour les soignants, moi, je comprends le principe, si vous voulez. C'est-à-dire c'est une mesure symbolique qui consiste à dire les soignants doivent montrer l'exemple. Je le comprends. Néanmoins, je pense que c'était une fausse bonne idée parce qu'on était déjà en pénurie de personnel et chacun savait qu'on allait perdre 1, 2, 3 ou 4% d'infirmières. C'est un chiffre faible, mais quand vous êtes déjà à l'os, eh bien, ça fait des ravages. Dans notre service à Cochin, on a perdu une infirmière de jour qui était très précieuse et qu'on ne va pas pouvoir avant longtemps compenser et puis remplacer, et puis on a perdu une aide-soignante de nuit. Donc ça paraît peu à vos auditeurs, mais en fait c'est beaucoup quand on est déjà avec un chiffre très très faible de soignants. Donc je pense que cette obligation aurait dû être échelonnée dans le temps, peut-être l'année prochaine ou celle d'après, si tant est qu'on retient qu'il faut rester vacciné. Peut-être qu'après l'épidémie, tout ceci sera oublié, je n'en sais rien. Mais je pense que c'est une fausse bonne idée. C'est une mesure symbolique mais contre-productive, puisque le peu de soignants qu'on a perdus, eh bien, ils sont définitivement perdus. Professeur, à ce jour, quel regard portez-vous avec le recul, un peu de recul sur l'innocuité de ce vaccin aujourd'hui sur le Covid-19, contre le Covid-19 bien sûr? Alors moi, je ne suis pas virologue ni vaccinologue, mais j'ai quand même le sentiment majoritairement que ce vaccin est très bien toléré. Il pose davantage de problèmes en termes d'efficacité. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus on se rend compte qu'il protège finalement assez peu à moyen et long terme. On a le sentiment qu'il va falloir sans arrêt rajouter des doses. D'autre part, on nous a vanté le vaccin comme étant un rempart contre les transmissions entre les personnes. Or, même si ça réduit le risque de transmission, ce n'est pas le miracle attendu. Donc, sur les effets secondaires, je pense qu'il est bien toléré, encore qu'à long terme, on n'en sait rien. Ce serait quand même très très prétentieux de dire qu'il ne va rien se passer dans 1 an ou 2. C'est quand même une nouvelle formule. C'est le premier vaccin, à ma connaissance, qui utilise l'ARN messager. Je n'ai rien contre, je suis pour la vaccination, mais il faut être modeste. On ne sait pas ce que ça va donner en termes d'effets indésirables à long terme. À court terme, la tolérance est bonne. L'efficacité est très satisfaisante pour les formes graves, mais
cette efficacité baisse assez vite dans le temps et la réduction des contaminations n'est pas si impressionnante que ça. Et donc ça pose la question de la balance bénéfice-risque, qui est quand même la fameuse balance appliquée par tous les médecins. Exactement, c'est pour ça que moi j'ai toujours été d'une certaine manière opposé à l'obligation vaccinale. Je suis notamment pour une population jeune en bonne santé. Je suis scandalisé à l'idée d'aller vacciner des enfants qui ne bénéficient absolument pas directement de la vaccination. Je pense qu'il fallait mettre le paquet exclusivement sur les personnes à risque. Eh bien, merci beaucoup, professeur Perromort. Je rappelle, un chef de service d'urologie de l'hôpital Cochin et auteur de ce livre. Je vous recommande à tous de le lire, ce livre, parce que vraiment, on comprend tout. Le mal de l'hôpital aujourd'hui. Hôpital, ce qu'on ne vous a jamais dit, chez Albin Michel. Merci encore. 7h, 9h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.